Bonjour, merci donc de me donner l'opportunité de faire un petit reporting sur le projet NOW. NOW, c'est un acronyme pour New Operation Words. Et plus qu'un words, en fait, c'est sur les ensembles de mots, d'accord? Et donc sur les langages, de facto. Alors, quelles sont ces nouvelles opérations déjà et quelle est la motivation d'étudier de nouvelles opérations sur les mots? Alors, essentiellement, je pense que tout le monde, vous avez eu un cours de langage formel à un moment donné, et les opérations qu'on sait faire sur le langage formel ont toujours pas évolué, d'accord? Depuis au moins 50 ans, sont toujours les mêmes, c'est l'union, l'intersection ou la concaténation et des opérations comme ça, d'accord? Ou la complémentation encore, etc., quand on peut. Et donc, au fait, n'ont jamais véritablement évolué. Et c'est un peu dommage parce que finalement, là, un peu par hasard, disons pour une nécessité technique, dans un de mes articles, je dois introduire une nouvelle opération qui me permettait de manière concise d'exprimer un certain nombre de concepts. Et puis, elle a dormi pendant au moins 10-15 ans. D'accord, cette opération. Et récemment, on l'a redécouverte parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement, elle avait des tas de propriétés inexploitées encore et que du coup, on pouvait dire des tas de choses nouvelles. Alors, le projet initialement... OK. Les membres du projet, déjà, c'est moi-même, Svetlana Puzinina, qui était un invité de l'Université de Saint-Pétersbourg en Russie, et Sandrine Julia, toujours de UCA, ou UNICEA plutôt. Et donc, le projet initialement... Voilà. Initialement prévoyait 4 objectifs essentiellement. Donc, une invitation longue pour Svetlana, ici à l'I3S, de commencer à développer un certain nombre de relations avec l'Université de Saint-Pétersbourg parce qu'elle est particulièrement intéressante pour nous, plutôt pour mon équipe, dans le sens qu'il y a pas mal de jeunes chercheurs assez brillants qui travaillent là-bas et du coup on voulait un peu créer une sorte de mouvement positif et avoir des interactions avec eux. Ensuite, l'idée c'était de développer donc l'étude sur cette opération un peu particulière que je vais introduire dans 2 minutes et finalement publier en papier les résultats de cette petite recherche sur une bonne conférence. Voilà. Puis, il y a eu la guerre et tout ce qui s'est passé après. Et du coup, après un mois, j'ai dû remettre sur l'avion Svetlana parce qu'elle n'était plus personne ne gratta ici. Du coup, c'était un peu dommage parce qu'on avait vraiment très bien commencé. Les relationships se sont complètement stoppés, d'accord, mais on a quand même réussi à pas mal travailler et on a suffisamment de résultats pour pas simplement un papier en conférence, mais plutôt un papier en journal. Donc on est assez satisfait sur le point de vue scientifique, un peu moins sur certaines réalisations, mais bon, on n'y peut rien. Enfin, c'était comme ça. Alors, je vais d'abord vous parler des sous-shifts, et plutôt des sous-shifts de type fini. Alors, l'idée, c'est que là, on va travailler sur des mots infinis, d'accord? Donc, ce sont des mots qui sont indexés par Z, essentiellement, ou par N, mais nous, plutôt, on préfère Z, parce que c'est beaucoup plus général, et parce qu'on évite certains pièges, on va dire. Et l'idée, donc, quand vous avez un ensemble de mots infinis, c'est qu'ils sont compliqués à traiter si vous n'avez pas quelques propriétés supplémentaires. D'accord? Et en fait, moi, je l'explique, les propriétés supplémentaires qu'on demande, avec une sorte de boîte de rangement. Vous voulez prendre ces mots, d'accord,
et à quelque part les ranger d'une manière à que vous ayez une sorte de cadre ou de clé pour travailler sur ce mot. Et la clé est, au fait, les motifs. On peut se dire, je vais faire une boîte dans laquelle je vais ranger tous les mots infinis qui respectent, qui n'ont pas ce motif-là ou ce motif-là. D'accord? Donc, si le nombre de motifs que j'utilise pour la boîte de rangement est fini, alors je dis qu'il s'agit d'un sous-shift de type fini. D'accord? Si par contre, c'est un ensemble infini, alors c'est juste un sous-shift. D'accord? Et on parle des sous-shifts parce que la terminologie vient de la dynamique symbolique, d'accord? Et au fait, la dynamique symbolique est une des motivations. Et vous savez que, par exemple, dans le cadre justement de sous-shift, les techniques d'encodage qu'on a, par exemple, sur les supports magnétiques modernes ou sur les cartes SSD, etc., eh bien, c'est des sous-shifts, d'accord? Et des sous-shifts particuliers, mais c'est quand même des sous-shifts. Et aussi, par exemple, l'algorithme ZIP, d'accord, qui a été démontré être optimal selon certaines définitions d'optimalité, etc., la preuve s'est faite en passant par les sous-shifts. Donc, ça vaut le coup alors, du coup, de travailler là-dedans et d'essayer de comprendre de plus en plus de choses, d'accord? Donc, vous voyez, par exemple, si j'ai ce mot infini-là et qu'à un bout d'un moment, en passant ma fenêtre des motifs, je vois les motifs apparaître, d'accord? Eh bien, celle-là, je ne vais pas la ranger là-dedans, d'accord? Donc, je le mets... Ah non, il faut que je me tourne ici. Voilà, je le mets en rouge parce qu'en fait, je ne la mets pas, d'accord? Alors, donc... Maintenant qu'on a parlé de sous-shift, on va introduire l'opération. Alors, imaginez-vous d'avoir alors, pour démarrer la chose, deux séquences infinies de 0 et de 1. D'accord? Et fixons-nous une certaine taille de fenêtre, d'accord, sur laquelle on va justement comparer ces deux mots, d'accord. Et si sur cette taille de fenêtre, on voit un motif commun, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la première séquence à droite, on coupe tout et on jette. D'accord? On prend la deuxième séquence, on le coupe à la gauche, et puis on fait justement ce qu'on appelle la join, c'est-à-dire on va coller les deux morceaux en superposant la partie commune. D'accord? Partie commune, attention, de taille fixée. D'accord? Même s'il y avait une partie commune plus longue, on ne va pas la coller, hein, on va juste coller là où on s'est fixé la fenêtre. D'accord? Et donc là, on dit que c'est une join des constantes 3. D'accord? Parce que la fenêtre qu'on a utilisée pour chercher les motifs communs est de taille 3. Alors, ça, c'est plutôt la bar join. D'accord? Il y a la petite barre qui est là. Et la join, elle est celle-là. En fait, donc vous voyez ici, c'est un ensemble de mots infinis. Si vous voulez un sous-shift, ici c'est sub CTQ, d'accord, c'est pas appartenant. Et V, c'est un autre un sous-shift. Et vous voyez, en fait, c'est l'union plus ce que je peux obtenir par bar join. D'accord? Donc c'est clair que dans certains cas spécifiques, quand cette chose-là, par exemple, les deux ensembles n'ont aucune configuration qui peuvent se superposer dans une fenêtre de taille C, d'accord, ce truc-là est vide. Et du coup, ça coïncide avec l'union. Mais par contre, quand les deux ensembles contiennent
des mots infinis qui peuvent se superposer, eh bien, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est une extension de l'union. D'accord? Alors, en fait, c'est une opération sympa parce qu'elle a des tas de bonnes propriétés et des moins bonnes. Par exemple, c'est clair qu'elle n'est pas commutative. D'accord? Je ne peux pas m'amuser à interchanger U et V. En règle générale, je vais obtenir quelque chose de différent. Par contre, elle est associative, elle a un élément neutre, elle a des tas de propriétés assez sympas sur lesquelles on peut travailler. Notamment ce qu'on a montré, nous, on a des tas de jolis résultats, mais là je vous présente deux qui me semblent représentatifs, si j'y arrive. Voilà. Un petit théorème qui dit que, en fait, et c'est une nouvelle caractérisation de sous-chiffres de type fini, parce que jusqu'à maintenant, les sous-chiffres de type fini, essentiellement, on les caractérisait soit par l'ensemble des mots interdits, donc les motifs qui ne peuvent pas apparaître, comme ceux sur ma boîte de rangement, d'accord, soit par automates, type particulier d'automates, on les appelait les automates de Fischer, d'accord, soit rien d'autre. Et là, du coup, on a une troisième version, une troisième caractérisation qui dit que les sous-chiffres de type fini, ce sont les sous-chiffres qui sont invariants par auto-join. D'accord? Donc, quand je fais le join avec lui-même, eh bien, ça donne toujours la même chose, lui-même. Voilà. Et ça, il n'y a que les sous-chiffres de type fini qui satisfont cette propriété. Et puis, notre propriété intéressante, c'est que si je m'amuse justement en m'inspirant à ce qui se passe par la self-join, je m'amuse de prendre justement un sous-shift quelconque, d'accord, pas forcément de type fini, parce que sinon, type fini, on a déjà le théorème, et je construis du coup la self-join successive, itérée. Self-join, 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 et puis je prends la limite. D'accord, comme vous avez vu que c'est quelque chose qui est croissant, quelque part monotone croissant comme opération, au fait, la limite existe tout le temps, d'accord? Et en plus, ce qu'on peut démontrer, c'est que la limite, c'est un sous-chiffre de type fini. Voilà. Donc, à force de composer avec soi-même, quelque part, j'élimine tout ce qui est, entre guillemets, les motifs trop longs ou trop gênants, et j'obtiens qu'une séquence de motifs finis. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une autre caractérisation que je trouve intéressante. Et après, en fait, on s'est amusé à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la complexité. En fait, pour le mot infini, un peu comme pour le mot fini, je peux définir une notion de complexité, d'accord, basée sur la notion de facteur, c'est-à-dire les motifs qu'il contient, d'accord. Et donc, je peux, par exemple, définir une fonction PSN, S c'est un sous-shift, d'accord, N c'est donc un entier, et cette fonction, elle va me dire combien de mots de taille N sont contenus dans un mot infini qui est dans S. D'accord? Et c'est clair que, à quelque part, plus je n'ai, plus je suis compliqué ou trivial. D'accord? J'ai les deux extrêmes. Soit vraiment trivial, soit compliqué. Et du coup, ça me donne, cette fonction, ça me donne un peu une indication de si je devais utiliser un automate, si cet automate aura à quelque part du mal ou pas à suivre ces mots. D'accord? Et du coup, il y a... bon, la minimalité, je laisse tomber, c'est un truc compliqué. Mais la linéarité, imaginez que du coup, ma fonction puisse être linéaire, un truc du style AN plus B avec A et B réel positif, d'accord? Eh bien, il y en a plein de sous-chiffres linéaires. Qu'est-ce que je peux fabriquer grâce à la join avec ces sous-chiffres linéaires? D'accord? Eh bien, il y a deux bornes essentiellement. Soit je reste linéaire, soit
je vais cubique si je ne fais pas attention, d'accord? Donc j'ai les deux bornes. Mais en réalité, on peut faire quelque chose de beaucoup plus fin en s'appuyant sur des mots un peu particuliers, c'est-à-dire des mots générés par des morphismes. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si on se prend donc deux sous-shifts de type linéaire, d'accord, tels que, et je prends deux réels qui sont emboîtés comme ça et inférieurs strictement à 2, d'accord, alors je peux produire, me débrouiller, d'accord, pour produire une join, d'accord, de ces deux sous-shifts avec constante égale à 1, donc elle se superpose sur une seule case, d'accord, je les colle sur une seule case, dont la complexité, c'est, vous voyez, en fait, c'est essentiellement entre 1 et 2, d'accord, mais comme je peux choisir de manière fine R1 et R2, là-dedans, ça veut dire que j'ai toute une panoplie de puissances possibles. D'accord? Pas juste comme tout dans le théorème précédent, linéaire ou cubique. D'accord? Et l'autre chose qui est intéressante, au fait, c'est que la join des deux sous-shifts est encore un sous-shift. Par contre, il reste une grosse question sur laquelle on est en train de travailler et qu'on n'arrive pas encore complètement à saisir. C'est quand est-ce que si je prends deux sous-shifts quelconques et je fais leur join, eh bien, est-ce que le résultat final, ce sera un sous-shift de type fini? Alors, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais on ne comprend pas quelle est la propriété supplémentaire, comme ici la minimalité, hein, qui est une propriété assez particulière. Quelle est la propriété du coup qu'il faudrait rajouter ou qu'il faudrait trouver pour que ça nous dise, ah ben si tu le prends comme ça, tu es sûr que tu auras un sous-shift de type fini. Alors on a quelques conditions suffisantes, enfin plusieurs conditions suffisantes, mais on n'arrive pas à trouver un si et seulement si, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le type de résultat qu'on a. On a aussi produit des tas d'exemples, des cas d'exemples pour montrer toutes les différents, de manière concrète, toutes les différentes propriétés. Et notamment que, au fait, ici, on pourrait prendre S1 et S2, deux sous-shifts construits par morphisme, d'accord, et que donc, du coup, j'aurais aussi une manière algorithmique de vraiment tout calculer et tout contrôler. Voilà, essentiellement, c'est ça. Et du coup, on a un projet de l'envoyer une version réduite, parce que ça fait quand même 25 pages l'article en tout, une version réduite en conférence internationale qui a des deadlines en février. Et après, on pense envoyer la version longue, on va dire, en espérant de trouver aussi la caractérisation sur le sous-shift de type fini, dans le sens de quand est-ce que la join va être de type fini. Dans un journal international, on n'a pas encore choisi le journal, mais bon, je n'ai pas de doute que ça va passer. Voilà. Surtout qu'en ce moment, il y a pas mal d'engouement pour la partie de complexité des sous-shifts. Et donc, en montrant une manière nouvelle d'exprimer ces complexités-là, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Voilà. Et je suis ouvert aux questions si vous en avez. Et sinon, je vous remercie de m'avoir écouté.